Dans la nuit du 23 août 1842, 5 hommes blancs sont entrés dans les bois de Bellecombe pour traquer une jeune esclave en fuite. À l'aube, un seul d'entre eux est sorti de la forêt, rampant sur le ventre, la bouche tordue dans un cri silencieux. Il ne parlera plus jamais. Les 4 autres ne sont jamais revenus. Ce que vous allez entendre n'apparaît dans aucun registre officiel. Mais les descendants le murmurent encore aujourd'hui. Certains secrets ne meurent jamais vraiment. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Cette histoire va vous glacer le sang et j'aimerais savoir où dans le monde elle trouve écho. L'été 1842 fut particulièrement étouffant dans le nord-ouest de la Caroline du Sud. La région de Bellecombe, située entre les comtés d'Anderson et de Pickens, était alors une zone de transition entre les grandes plantations côtières et les exploitations plus modestes du Piémont. Les collines ondulaient sous d'immenses forêts de pins et de chênes, entrecoupées de clairières où s'étendaient les champs de tabac et de coton. Les rivières serpentaient entre les propriétés, créant des frontières naturelles que peu osaient franchir la nuit. La propriété Caldwell s'étendait sur près de 2000 hectares, à la lisière de ce qu'on appelait alors les Bois Noirs, une forêt dense et marécageuse où même les chasseurs expérimentés hésitaient à s'aventurer. Edmund Caldwell, le maître des lieux, avait hérité du domaine de son père en 1834. C'était un homme dans la quarantaine, au visage marqué par le soleil et les excès d'alcool, connu dans toute la région pour sa dureté envers ses esclaves et son tempérament violent. La demeure principale, une construction en briques rouges à 2 étages avec des colonnes blanches à la façade, dominait les bâtiments d'exploitation. Derrière, à bonne distance, s'alignaient les cabanes des esclaves. Structure rudimentaire en bois où s'entassaient les 47 âmes qui travaillaient la terre de Caldwell. L'air y était toujours chargé d'une odeur de sueur, de fumée de bois et de cette peur sourde qui imprégnait chaque planche, chaque coin d'ombre. Les relations entre maîtres et esclaves suivaient les codes brutaux de l'époque. Les punitions publiques étaient fréquentes. Le fouet parlait plus souvent que les mots. Mais il existait aussi ce système souterrain de résistance silencieuse, de sabotage minuscule, de regards échangés qui contenaient des bibliothèques entières de rage contenue. Les esclaves de Caldwell savaient qu'il valait mieux courber l'échine en apparence, mais dans le secret des cabanes, ils chuchotaient des histoires de liberté, de fuite vers le nord, de cette étoile qui guidait ceux qui osaient. Au début de l'été 1842, Edmund Caldwell avait fait l'acquisition d'une nouvelle esclave lors d'une vente aux enchères à Greenville. Elle s'appelait Mercy. Elle avait 19 ans. Son ancienne propriété avait été liquidée après la mort de son maître précédent, un certain Jonas Hartwell, qui, disait-on, s'était pendu dans sa propre grange après des pertes au jeu. Mercy était différente des autres esclaves. Elle savait lire, ce qui était extrêmement rare et dangereux. Elle avait appris en secret, observant les leçons données aux enfants Hartwell, mémorisant chaque lettre, chaque mot, construisant dans son esprit un outil de libération. Elle était grande pour une femme de l'époque, presque 1,75 m, avec des épaules droites qui refusaient de s'affaisser complètement sous le poids de l'oppression. Ses yeux sombres contenaient quelque chose que Caldwell n'aimait pas, une intelligence trop vive, une absence de cette peur animale qu'il préférait voir chez ses possessions humaines. Dès le premier jour, il avait senti qu'elle serait un problème. Les premières semaines, Mercy travailla au champ comme les autres, sous la surveillance de Jacob Brenner, le contremaître de la plantation. Brenner était un homme sec et nerveux d'une 30aine d'années, aux cheveux blonds coupés très courts, qui compensaient sa petite taille par une cruauté méticuleuse. Il portait toujours son fouet enroulé à la ceinture et ne ratait jamais une occasion de l'utiliser. Mais même lui remarqua quelque chose d'inhabituel chez Mercy. Elle ne chantait pas comme les autres pendant le travail. Elle ne baissait jamais complètement les yeux. Et surtout, elle observait tout avec une attention qui le mettait mal à l'aise. Le soir du 10 août, il se passa quelque chose qui allait déclencher la tragédie. Thomas Caldwell,
le fils aîné d'Edmund, âgé de 22 ans, rentra ivre d'une soirée chez les voisins Pemberton. C'était un jeune homme faible et vicieux, habitué à prendre ce qu'il voulait parmi les esclaves de la propriété. Cette nuit-là, il décida que Mercy lui plaisait. Il entra dans la cabane qu'elle partageait avec 3 autres femmes, ordonna aux autres de sortir et tenta de la violer. Ce qui se passa ensuite ne fut connu que par fragments, reconstitués à partir de murmures, de témoignages contradictoires et de silences éloquents. Mercy se défendit. Il y eut une lutte. Thomas Caldwell ressortit de la cabane le visage griffé, l'œil gauche enflé, une marque de dents profonde dans l'épaule. Il hurlait qu'elle avait essayé de le tuer, que cette négresse sauvage devait être pendue immédiatement. Mais Mercy, elle, ne ressortit pas de la cabane. Quand Edmund Caldwell arriva sur place, alerté par les cris de son fils, il trouva la porte de la cabane barrée de l'intérieur. Il ordonna qu'on l'enfonce. À l'intérieur, il n'y avait personne. La fenêtre arrière, un simple cadre sans vitre, était ouverte. Mercy s'était enfuie dans la nuit, direction les bois noirs. L'insulte était intolérable. Une esclave qui levait la main sur un blanc, pire encore, sur le fils du maître, et qui ensuite prenait la fuite. C'était une menace pour l'ordre social tout entier. Si on la laissait s'échapper, si on ne faisait pas un exemple, d'autres pourraient suivre. Edmund Caldwell, le visage cramoisi de rage et d'humiliation, fit sonner la cloche d'alarme. En quelques minutes, toute la propriété fut sur le pied de guerre. On attacha les chiens, on prépara les fusils, on alluma des torches. Mais il était déjà presque minuit, et même avec l'urgence, organiser une battue dans les bois noirs en pleine nuit était une entreprise périlleuse. Edmund Caldwell décida d'attendre quelques heures, jusqu'à ce que la lune soit plus haute. Il ne voulait pas perdre d'hommes dans les marécages. Et puis, où irait-elle? Une femme seule, sans provision, dans une forêt qu'elle ne connaissait pas. Elle serait retrouvée avant le lever du soleil, tremblante et repentante. On la punirait devant tous les autres. On graverait la leçon dans la chair et dans les mémoires. Vers 2 heures du matin, Edmund Caldwell constitua son groupe de chasse. Il prit avec lui 4 hommes en qui il avait confiance, et d'abord Jacob Brenner, le contremaître, qui connaissait tous les sentiers de la propriété et une partie de la forêt. Ensuite, les frères Gideon et Samuel Hutchins, 2 chasseurs professionnels qui louaient leurs services aux planteurs de la région pour traquer les esclaves fugitifs. C'étaient des hommes rudes, habitués à vivre dans les bois, experts en pistage. Gideon, l'aîné, avait 40 ans et une longue cicatrice qui lui barrait le front, souvenir d'une bagarre au couteau. Samuel, plus jeune de 5 ans, était réputé pour ne jamais abandonner une traque, quelle qu'en soit la durée. Le 4e homme était William Garrett, un voisin proche des Caldwell qui possédait une plantation de taille moyenne à quelques kilomètres. Garrett était un homme corpulent d'une 50aine d'années, au visage rougeau perpétuellement en sueur. Il s'était joint à la chasse plus par principe que par nécessité, pour montrer sa solidarité avec Caldwell et pour l'excitation de la traque. Il aimait la chasse, qu'elle soit animale ou humaine. Ils partirent donc à 5, accompagnés de 3 chiens de chasse, des limiers habitués à suivre la trace des fugitifs. La lune, presque pleine, éclairait suffisamment pour avancer sans trop de difficultés dans les premiers moments. Ils suivirent les empreintes de Mercy vers le sud-est, en direction du cœur des bois noirs. Les chiens tiraient sur leurs laisses, excités par l'odeur fraîche. Les hommes avançaient avec confiance, fusils chargés, fouets et cordes prêts. C'était une chasse comme tant d'autres. Ils seraient de retour pour le petit déjeuner. À 3h30, ils entrèrent dans la partie la plus dense de la forêt. Les arbres se refermaient au-dessus d'eux, filtrant la lumière lunaire en filets argentés qui dansaient entre les branches. L'air se fit plus épais, chargé de l'odeur de la végétation en décomposition et de l'eau stagnante des marécages proches. Les bruits de la nuit changeaient de nature, les grillons et les grenouilles créant une symphonie assourdissante qui rendait difficile toute autre perception sonore. Les chiens marquèrent un arrêt près d'un ruisseau. Ils avaient perdu la piste dans l'eau.
Gideon Hutchins, accroupi près de la berge, examina les deux directions possibles avec sa lanterne. Des traces dans la boue indiquaient que Mercy avait traversé, mais ensuite, elle avait dû marcher dans le lit du ruisseau pour brouiller sa trace. Malin, trop malin pour une simple esclave des champs. Cela confirma ce que Brenner avait toujours pensé. Cette femme était dangereuse, éduquée d'une manière ou d'une autre, capable de réfléchir tactiquement. Ils décidèrent de se séparer. Les frères Hutchins remonteraient le ruisseau vers l'ouest avec 2 chiens, tandis que Caldwell, Brenner et Garrett le descendraient vers l'est avec le 3e chien. Ils se rejoindraient au lever du jour, au vieux chêne abattu, un point de repère connu, situé à environ 2 kilomètres au sud. Si l'un des groupes retrouvait Mercy, 3 coups de feu espacés donneraient le signal. C'était une erreur, la première d'une série qui allait sceller leur destin. Les 2 groupes s'enfoncèrent dans des directions opposées, avalés par l'obscurité végétale. Le groupe de Caldwell progressait lentement, le chien reniflant chaque berge, chaque racine exposée. Brenner marchait en tête, sa lanterne balayant le terrain devant eux. Garrett fermait la marche, soufflant bruyamment, regrettant déjà d'être venu. Ses bottes s'enfonçaient dans la boue avec des bruits de succion désagréables. Après une demi-heure de marche, le chien aboya soudainement et tira vers la rive sud. Il avait retrouvé la piste. Les 3 hommes traversèrent rapidement, l'eau froide atteignant leurs genoux. De l'autre côté, dans la terre humide, des empreintes de pieds nus étaient clairement visibles. Elles menaient vers un bosquet dense de lauriers et de ronces. Edmund Caldwell sentit l'excitation monter en lui. Elle était proche, peut-être cachée dans ses buissons, terrorisée, attendant que le danger passe. Il fit signe aux autres d'être silencieux et s'avança, fusil levé. Brenner le suivit, fouet en main. Garrett resta légèrement en retrait, tenant le chien par la laisse. Ils écartèrent les branches. Derrière, il y avait une petite clairière naturelle, à peine 3 mètres de diamètre, entourée de végétation épaisse. Et au centre, quelque chose qui les figea tous les 3. Un piège. Pas un piège pour animaux ordinaires, mais quelque chose de plus élaboré. 3 longues branches de bois, aiguisées en pointe, étaient plantées dans le sol en angle, disposées de manière à ce qu'un homme chargeant dans la clairière s'empale dessus. Les pointes avaient été durcies au feu, on voyait les traces noires de carbonisation. Et ce n'était pas tout. Des lianes avaient été tendues à hauteur de cheville, presque invisibles dans la pénombre, reliées à des branches courbées qui, une fois déclenchées, fouetteraient avec une force capable de briser un os ou de crever un œil. Edmund Caldwell recula instinctivement, le cœur battant. Ce piège n'avait pas été installé en quelques minutes de fuite paniquée. Il avait fallu du temps, de la planification, une connaissance précise de la manière dont des chasseurs se comporteraient. Mercy avait eu tout au plus 3 heures d'avance, et elle avait construit cela. Brenner examina le piège avec une attention professionnelle, remarquant les détails, la précision du travail. Il murmura, « Monsieur Caldwell, cette négresse a été entraînée. Personne n'apprend à faire ça dans les champs. Quelqu'un lui a enseigné des techniques de survie, de combat même. » Caldwell ne répondit pas. Il regardait autour de lui, soudain conscient que les arbres pouvaient cacher n'importe quoi, que cette femme qu'il chassait n'était pas la proie terrifiée qu'il avait imaginée. Garrett, derrière eux, murmura d'une voix mal assurée, « On devrait peut-être attendre le jour, appeler plus d'hommes. »« Non, » répondit Caldwell sèchement, « on ne recule pas devant une esclave. On contourne ce piège, et on continue. » Ils firent un large détour autour de la clairière piégée et reprirent la traque. Mais quelque chose avait changé dans leur démarche. Ils avançaient maintenant avec plus de prudence, testant le sol avant chaque pas, scrutant chaque ombre. Le chien lui-même semblait moins enthousiaste, tirant moins fort sur sa laisse. Pendant ce temps, à environ 1 kilomètre de là, les frères Hutchins remontaient le ruisseau. Ils n'avaient trouvé aucune trace et commençaient à penser que Mercy avait pris l'autre direction. Gideon proposa de faire demi-tour pour rejoindre le groupe principal, mais Samuel insista pour continuer encore un peu. Il avait l'intuition qu'elle était passée par là. Ils atteignirent un endroit où le ruisseau s'élargissait en une petite mare naturelle.
bordé de roseaux hauts de 2 mètres. L'eau était sombre, presque noire dans la lumière insuffisante. Les chiens s'agitèrent soudainement, aboyant vers les roseaux. Quelque chose bougeait là-dedans. Samuel leva son fusil et avança vers le bord de l'eau. « Sors de là, négresse. C'est fini. Tu ne peux plus courir. » Silence. Juste le bruissement des roseaux dans la brise nocturne et le croassement lointain d'une grenouille. Gideon rejoignit son frère, fusil également levé. « Lâche les chiens. Ils vont la faire sortir. » Samuel détacha les 2 limiers. Les chiens se précipitèrent dans l'eau, éclaboussant bruyamment, puis disparurent dans les roseaux. Leurs aboiements devinrent frénétiques, puis brusquement, ils cessèrent. Un jappement, étranglé, un gargouillis, puis plus rien. Les 2 frères échangèrent un regard inquiet. Gideon appela « Rex, Brutus, ici !» Aucun chien ne revint. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Samuel, la voix tendue. « Je pense qu'on devrait contourner ces roseaux et voir ce qu'il y a de l'autre côté. » Ils longèrent la mare par la droite, fusils prêts à tirer au moindre mouvement. Le sol devenait de plus en plus marécageux. À un moment, Samuel enfonça jusqu'à mi-cuisse dans une poche de boue liquide et dut être tiré par son frère. Ils étaient maintenant couverts de sueur malgré la fraîcheur de la nuit, leurs vêtements trempés et sales. Quand ils atteignirent l'autre côté de la roselière, ils trouvèrent les chiens. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Les 2 animaux gisaient dans l'eau peu profonde, la gorge tranchée avec une précision chirurgicale. Le sang avait coloré l'eau autour d'eux en noir. Et sur un roseau, planté verticalement dans la boue comme un étendard, il y avait un morceau de tissu blanc avec un message écrit en lettres grossières avec ce qui ressemblait à du charbon de bois. « Vous êtes la proie maintenant. » Gideon sentit quelque chose de froid se nouer dans son estomac. Il avait chassé des esclaves fugitifs pendant plus de 15 ans. Certains avaient été habiles, d'autres désespérés, quelques-uns courageux. Mais jamais, jamais, il n'avait rencontré quelqu'un qui retournait la chasse contre les chasseurs avec cette méthodologie calculée. « Sam, dit-il lentement, on doit tirer les coups de signal. Il faut regrouper tout le monde. Cette femme est trop dangereuse pour qu'on reste séparés. » Samuel acquiesça, le visage pâle. Il leva son fusil vers le ciel et tira le premier coup. Le détonation résonna dans la forêt, dispersant les oiseaux nocturnes. Il attendit 5 secondes et tira le 2e coup, puis le 3e. Dans le silence qui suivit, ils tendirent l'oreille, espérant entendre une réponse, des voix, des pas approchant. Mais la forêt resta muette, comme si elle retenait son souffle. Edmund Caldwell entendit les 3 coups de feu au loin. Le signal. Les Hutchins avaient retrouvé Mercy. Un sourire dur étira ses lèvres. Enfin, il se tourna vers Brenner et Garrett. « Allons-y, c'est vers le nord-ouest. » Ils changèrent de direction, se hâtant à travers les arbres en direction des détonations. Le chien qu'ils tenaient semblait réticent, tirant vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Brenner dut le traîner de force. Caldwell remarqua ce comportement mais l'attribua à la fatigue ou à l'odeur du marécage. Ils progressèrent pendant environ 20 minutes avant que Garrett ne s'arrête brusquement. « Attendez, écoutez. » Ils se figèrent tous les 3. D'abord, rien. Puis, très faiblement, un bruit, comme quelqu'un qui respire difficilement. Un halètement douloureux. Cela venait de leur gauche, dans une zone particulièrement dense de sous-bois. « Gideon, Samuel ?» appela Caldwell. « C'est vous ?» Pas de réponse. Juste ce halètement continu, laborieux. Ils s'approchèrent prudemment, écartant les fougères et les branches basses. La lanterne de Brenner révéla une scène qui leur glaça le sang. Samuel Hutchins était là, adossé contre un arbre, les mains pressées contre son ventre. Même dans la lumière insuffisante, il pouvait voir le sang noir qui coulait entre ses doigts, trempant sa chemise, formant une flaque sombre dans l'herbe autour de lui. Son visage était d'une pâleur de cire, les lèvres bleues, les yeux vitreux mais encore conscients. Caldwell se précipita vers lui. « Mon Dieu, que s'est-il passé? Où est ton frère ?»
Samuel essaya de parler, mais seul un gargouillis sanglant sortit de sa bouche. Il toussa, crachant du sang rouge vif. Ses yeux roulèrent vers sa droite, indiquant quelque chose dans les buissons. Puis sa tête retomba en avant. Il était mort. Brenner, le visage durci par des années de violence observée, examina rapidement le corps. Il a été éventré, une lame très aiguisée, probablement un couteau de chasse. Regardez, elle a tranché les intestins et sectionné l'artère fémorale en même temps. Il n'a jamais eu une chance. Garrett vomit bruyamment dans les fougères derrière eux. Caldwell, lui, restait figé, regardant le corps de Samuel. Un homme, un chasseur expérimenté, tué par une esclave de 19 ans qu'il traquait comme un animal. Son fusil, remarqua Brenner, il n'a pas tiré. Regardez, il est encore chargé à côté de lui. Elle l'a attaqué par surprise, si vite qu'il n'a même pas eu le temps de réagir. Un craquement de branches les fit tous sursauter. Caldwell leva son fusil, tournant sur lui-même. Qui est là? Pas de réponse, juste le vent dans les arbres et ce sentiment croissant d'être observé, épié depuis l'obscurité environnante. On doit retrouver Gideon, dit Caldwell d'une voix qu'il essayait de garder ferme. Il ne peut pas être loin. Monsieur Caldwell, intervint Garrett, la voix tremblante, on devrait partir. Retourner à la plantation, revenir avec plus d'hommes et des chiens frais. Cette femme elle est une esclave, rugit Caldwell. Une propriété qui m'appartient. Je ne me laisserai pas terroriser par ma propre possession. Mais sa main qui tenait le fusil tremblait légèrement. Et dans ses yeux, Brenner pouvait voir la première fissure de doute, la première intrusion de quelque chose qu'Edmund Caldwell n'avait probablement jamais ressenti de sa vie. La peur d'être la proie. Ils trouvèrent Gideon Hutchins 15 minutes plus tard. Ou plutôt, ils entendirent d'abord ses cris. Des hurlements aigus, désespérés, qui déchiraient la nuit comme des griffes sur du verre. Des cris qui n'avaient plus rien d'humain. Pure expression de souffrance et de terreur. Les trois hommes coururent dans cette direction, toute prudence abandonnée face à l'horreur évidente de ces sons. Ils débouchèrent dans une petite dépression naturelle du terrain, une sorte de cuvette entre deux collines. Et là, dans la lueur tremblante de leur lanterne, ils découvrirent Gideon. Il était suspendu par les pieds à une branche basse, la tête en bas, se balançant doucement. Mais ce n'était pas le plus terrible. Ses mains étaient liées dans son dos avec ce qui ressemblait à sa propre ceinture. Et en dessous de lui, plantés dans le sol en angle, pointant vers le haut, se trouvaient 3 branches aiguisées comme celles qu'ils avaient découvertes dans le piège précédent. Gideon n'était pas encore tombé sur les pics. Pas encore. Il se tordait, hurlait, tentait désespérément de se redresser pour atteindre la corde qui le retenait. Mais chaque mouvement le faisait tourner et osciller davantage, le rapprochant dangereusement des pointes mortelles en dessous. « Aidez-moi » hurla-t-il en les voyant. « Coupez la corde, pour l'amour de Dieu, coupez la corde !» Caldwell et Brenner se précipitèrent, mais alors qu'ils atteignaient presque Gideon, il y eut un craquement sec. La corde avait été partiellement entaillée, calculée pour céder après un certain poids et une certaine durée de tension. Gideon tomba. Le bruit qu'il fit en s'empalant sur les pics était horrible, un mélange de craquements d'os et de déchirures de chair. Une des branches lui traversa la poitrine, émergeant de son dos dans une explosion de sang. Une autre lui perfora l'épaule. La troisième manqua sa tête de quelques centimètres. Il ne mourut pas immédiatement. Ses yeux étaient ouverts, fixes, et sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau, essayant d'aspirer un air qui ne viendrait plus. Garrett tomba à genoux, sanglotant. Brenner détourna le regard, le visage vert. Et Caldwell, Edmund Caldwell qui avait ordonné tant de punitions, qui avait vu tant de souffrances infligées sans sourciller, sentit son estomac se retourner. Si cette histoire vous glace le sang, mettez un pouce en l'air et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer maintenant. Ces 3 hommes vont-ils survivre jusqu'au lever du jour? Le soleil commençait à peine à éclaircir l'horizon à l'est quand Edmund Caldwell prit la décision qui allait peut-être sauver sa vie. On part. Maintenant. On retourne à la plantation.
Garrett n'avait même pas besoin d'être convaincu. Il était déjà debout, prêt à courir. Brenner hésita, regardant le corps empalé de Gideon Hutchins. « Et eux, on les laisse ?»« Ils sont morts, » répondit sèchement Caldwell. « On ne peut rien faire pour eux. Mais nous, on peut encore sortir d'ici vivants. » Ils revinrent sur leurs pas, essayant de retrouver le chemin par lequel ils étaient venus. Mais la forêt de nuit est un labyrinthe trompeur, et dans leur panique grandissante, ils s'aperçurent rapidement qu'ils s'étaient égarés. Les repères qu'ils pensaient reconnaître menaient à des impasses de ronces et de marécages. Le ruisseau qu'ils cherchaient à retrouver semblait s'être volatilisé. Le chien qu'ils avaient encore avec eux ne cessait de gémir et de tirer sur sa laisse, voulant aller dans une direction différente de celle que Caldwell choisissait. Finalement, excédé, Brenner lâcha l'animal. Le chien disparut dans les sous-bois en quelques secondes, les abandonnant. L'aube se levait maintenant franchement, filtrant à travers le couvert végétal en rayons dorés et verts. Normalement, la lumière aurait dû les rassurer, mais au lieu de cela, elle révélait simplement l'immensité menaçante de la forêt qui les entourait. Chaque arbre ressemblait au suivant. Chaque colline menait à une autre colline identique. Ils marchèrent pendant plus d'1 heure, la fatigue s'ajoutant à la peur. Garrett, qui n'était pas habitué à ce genre d'effort physique, traînait de plus en plus. Il dut s'arrêter plusieurs fois pour reprendre son souffle, s'appuyant contre des arbres, le visage cramoisi et trempé de sueur. « On tourne en rond », murmura Brenner après avoir remarqué un arbre mort caractéristique qu'il était sûr d'avoir déjà vu. « On est passé par ici il y a 20 minutes. » Caldwell refusa de l'admettre. « Non, c'est juste. Tous les arbres se ressemblent. Continue d'avancer. » Mais il savait que Brenner avait raison, ils étaient perdus. Perdus dans leur propre région, dans une forêt qu'ils pensaient connaître. Et quelque part là-dehors, Mercy les observait, les suivait, attendant le bon moment. C'est alors qu'ils entendirent un bruit, un chant, une voix de femme, claire et mélodieuse, qui s'élevait dans l'air matinal. Les mots étaient en anglais, mais avec un accent et une cadence qui rappelaient les chants de travail des champs, ces mélodies que les esclaves utilisaient pour rythmer leurs tâches et pour communiquer entre eux. Follow the drinking gourd, for the old man is waiting to carry you to freedom, follow the drinking gourd. C'était un chant codé, Caldwell le savait. Un de ces chants que les esclaves utilisaient pour donner des directions aux fugitifs, pour les guider vers le nord et la liberté. La grande ours, la gourde à boire, l'étoile polaire. Des instructions cachées dans une mélodie innocente. Mais pourquoi Mercy chantait-elle maintenant? Était-ce une provocation, un avertissement, ou quelque chose d'autre? Le chant semblait venir de partout et de nulle part à la fois, résonnant entre les arbres, impossible à localiser précisément. Puis, il cessa brusquement, remplacé par le silence de la forêt et le bruit de leur propre respiration haletante. « Elle joue avec nous », murmura Garrett, comme un chat avec des souris. Brenner vérifia sa poudre, s'assurant que son fusil était prêt à tirer. Si elle apparaît, visez le torse. Ne tentez pas la tête, c'est trop risqué de la rater. Ils reprirent leur marche, cette fois en essayant de suivre le soleil pour maintenir une direction constante vers l'est. S'ils continuaient vers l'est, ils finiraient forcément par sortir de la forêt. C'était la logique. C'était ce qui devait se passer. Garrett fut le suivant à tomber. Cela arriva si vite que les 2 autres eurent à peine le temps de réagir. Un instant, Garrett marchait derrière eux, soufflant et haletant. L'instant d'après, il y eut un cri étouffé, un bruit de chute, puis un splash. Caldwell et Brenner firent volte-face. Garrett n'était plus là. À la place où il se tenait 1 seconde auparavant, il y avait un trou dans le sol, camouflé sous des branches et des feuilles. Un piège, une fosse. Ils se précipitèrent au bord et regardèrent en bas. La fosse faisait environ 3 mètres de profondeur et au fond, il y avait de l'eau boueuse et stagnante. Garrett y barbotait, le visage levé vers eux, terrorisé. « Sortez-moi de là, vite !» Brenner était déjà en train de dérouler la corde qu'il portait à sa ceinture quand Garrett se mit à hurler.
Un hurlement aigu, déchirant, qui se transforma en gargouillis. Il se débattait violemment dans l'eau, éclaboussant partout. Du sang commença à colorer le liquide trouble. « Quoi » cria Caldwell. « Qu'est-ce qu'il y a » Garrett réussit à lever un bras hors de l'eau. Sa main était lacérée, les doigts presque sectionnés. « Dans l'eau » réussit-il à articuler entre deux hurlements. « Des lames ! Elle a planté des lames dans l'eau !» Il essaya de grimper sur les parois de la fosse, mais ses mains blessées ne pouvaient pas tenir prise. Chaque mouvement le forçait à replonger dans l'eau piégée, ajoutant de nouvelles coupures à ses jambes, son ventre, sa poitrine. Le fond de la fosse était hérissé de lames de couteau, de morceaux de métal aiguisés, plantés en angle pour que tout mouvement dans l'eau entraîne des lacérations. Brenner lança la corde, mais Garrett ne pouvait plus l'attraper avec ses mains mutilées. Il glissait, retombait, se coupait encore et encore. Le fond de la fosse devenait un bain de sang. Ses hurlements s'affaiblissaient, remplacés par des gémissements pitoyables. « William !» cria Caldwell. « Attrape la corde! Tu dois attraper la corde !» Mais Garrett n'en avait plus la force. Il flottait maintenant, à peine conscient, le visage à moitié immergé dans l'eau rouge. Son corps continuait de saigner par dizaines de coupures. Dans quelques minutes, il serait mort. Caldwell voulut descendre dans la fosse pour le remonter, mais Brenner le retint fermement par le bras. « Non, monsieur, c'est exactement ce qu'elle veut. Vous descendez là-dedans, et vous finissez comme lui. On ne peut plus rien pour lui. On ne peut pas juste le laisser. Si, on peut, et on doit, et on... » Ils restèrent encore quelques secondes au bord de la fosse, regardant Garrett mourir lentement dans l'eau souillée. Puis, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, ils s'éloignèrent, laissant derrière eux les gémissements de plus en plus faibles de leurs compagnons. Ils n'étaient plus que deux. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Cela devait être autour de 9 heures du matin. Edmund Caldwell et Jacob Brenner marchaient depuis presque 7 heures. Ils étaient épuisés, affamés, assoiffés et terrorisés. Mais surtout, ils commençaient à perdre espoir. « Elle nous laissera peut-être partir », murmura Caldwell d'une voix rauque. « Si on sort de la forêt, si on promet de ne pas revenir. » Brenner le regarda avec un mélange de pitié et de mépris. « Vous y croyez vraiment, monsieur ? Elle a tué 4 hommes cette nuit, 4 chasseurs armés. Vous pensez qu'elle va nous laisser rentrer pour qu'on ramène 20 hommes demain? Elle sait qu'elle n'a qu'une chance. Et cette chance, c'est nous éliminer tous. » « Alors on fait quoi ?» demanda Caldwell avec une note de désespoir dans la voix qu'il ne reconnaissait pas comme la sienne. « On continue de marcher, on essaie de sortir, et si on la voit, on tire sans hésiter. » Mais la vérité qu'aucun des deux ne voulait dire à voix haute, c'est qu'il ne la verrait probablement pas avant qu'il ne soit trop tard. Elle avait prouvé toute la nuit qu'elle était meilleure qu'eux dans leur propre terrain. Plus intelligente, plus rapide, plus impitoyable. Ils marchèrent encore pendant 1 heure, le soleil chauffant maintenant impitoyablement à travers les trouées du feuillage. La soif devenait intolérable. Ils avaient bu la dernière goutte de leur gourde il y a longtemps. Caldwell sentait sa langue gonfler dans sa bouche, ses lèvres craquelées, saignant légèrement. Chaque pas était un effort de volonté contre un corps qui voulait simplement s'effondrer. C'est Brenner qui aperçut le premier la fumée. Une mince colonne grise qui s'élevait au-dessus des arbres, à peut-être 500 mètres sur leur gauche. De la fumée signifiait du feu. Du feu signifiait des gens. Des gens signifiaient la civilisation, le salut, la fin de ce cauchemar. « Là !» souffla Brenner pointant du doigt. « Vous voyez ?» Caldwell sentit un espoir fou envahir sa poitrine. « Allons-y, vite !» Ils changèrent de direction, toute prudence oubliée face à cette promesse de délivrance. Ils trébuchaient sur les racines, se prenaient dans les ronces, mais continuaient d'avancer vers cette fumée salvatrice. Plus ils approchaient, plus la colonne devenait visible, constante et régulière. Pas un feu de forêt accidentel, mais un feu contrôlé, entretenu. Ils débouchèrent dans une zone de la forêt où les arbres s'espaçaient, laissant place à une clairière couverte d'herbes hautes. Et là, au centre, se trouvait une scène qui les figea dans leurs pas.
Un feu de camp brûlait régulièrement, les flammes oranges dansant dans l'air matinal. À côté du feu, disposés avec un soin presque domestique, il y avait les fusils des frères Hutchins, nettoyés et rechargés, appuyés contre une pierre. Les sacoches de Samuel et Gideon étaient là aussi, leur contenu étalé sur une couverture comme une exposition. Munitions, couteaux, provisions, gourdes pleines d'eau fraîche, et au centre de tout cela, planté verticalement dans le sol comme un étendard macabre, une branche sur laquelle était accrochée la veste de William Garrett, tachée de sang séché. C'était un message, un piège, ou les deux. « C'est pas possible », murmura Caldwell. « Elle n'a pas pu faire tout ça. » Traînèrent les corps, prendre leurs affaires, installer ce campement. « Elle a eu toute la nuit », répondit Brenner d'une voix tendue. « Et on s'est perdu pendant des heures. Elle savait exactement où on était. Elle nous a suivis. » L'horreur de cette réalisation les frappa tous les deux. Pendant tout ce temps où ils pensaient fuir, essayer de survivre, elle était là. Elle les observait. Elle les guidait peut-être même, les poussant dans la direction qu'elle voulait comme un berger avec du bétail. « L'eau » murmura Caldwell, fixant les gourdes. Sa gorge le brûlait. « On a besoin d'eau. »« Non » dit fermement Brenner. « N'y touchez pas. Rien ici n'est sûr. C'est un piège. » Mais Caldwell ne l'écoutait déjà plus. La soif, la fatigue, le désespoir l'avaient poussé au-delà de la raison. Il s'avança vers le campement, les yeux fixés sur ses gourdes qui promettaient un soulagement. Brenner voulut le retenir, mais n'eut pas la force de le poursuivre. Caldwell atteignit le feu, se pencha pour prendre une gourde. Ses doigts se refermèrent sur le cuir tiède. Il porta le récipient à ses lèvres, but avidement. L'eau était fraîche, pure, la plus délicieuse qu'il ait jamais goûtée. Il but encore, sentant le liquide apaiser sa gorge enflammée. C'est alors qu'il remarqua quelque chose de gravé sur le cuir de la gourde. Des lettres maladroites, tracées avec la pointe d'un couteau. G.H. Gideon Hutchins. C'était la gourde de Gideon Hutchins. Caldwell lâcha le récipient comme s'il lui brûlait les mains. Il recula, trébuchant, tombant près du feu, et c'est alors qu'il la vit. Mercy était assise à la lisière de la clairière, à peine à 20 mètres, appuyée contre un arbre. Elle avait été là tout le temps, immobile, silencieuse, les observant. Elle portait toujours sa robe déchirée, maintenant plus brune que blanche tant elle était couverte de boue et de sang séché. Son épaule gauche était enveloppée dans un bandage de fortune fait de tissu arraché, là où la balle de Caldwell l'avait touchée plus tôt. Du sang frais tachait le bandage. Mais ce qui frappait le plus, c'était son visage. Malgré l'épuisement évident, malgré les blessures, malgré une nuit passée à tendre des pièges et à traquer des chasseurs, ses yeux restaient clairs, alertes, déterminés. Et dans ses mains, elle tenait le couteau, la lame reposant tranquillement sur ses genoux. « Bonjour, messieurs », dit-elle d'une voix calme, presque conversationnelle. « J'espère que l'eau était à votre goût. » Brenner leva immédiatement son fusil, visant directement le torse de Mercy. « Ne bouge pas. »« Ou quoi ?» demanda Mercy sans bouger d'un pouce. « Tu vas tirer, tu as une balle, une seule. Si tu rates, tu es mort. Si tu ne rates pas mais que tu ne me tues pas sur le coup, tu es mort quand même. Et ton maître Edmund est mort aussi. Es-tu prêt à parier ta vie sur ta précision après une nuit blanche dans les bois ?» La main de Brenner tremblait légèrement. Il savait qu'elle avait raison. À cette distance, avec son épuisement, avec ce fusil qui n'était même pas le sien, mais celui qu'il avait pris à William Garrett, il n'était pas sûr de faire mouche. Et une blessure non mortelle ne ferait qu'accélérer sa propre mort. « Que veux-tu » demanda Caldwell, essayant de garder une voix ferme. « Tu nous as suivis, tu as installé tout ça. Pourquoi ? Pour nous narguer avant de nous tuer ?» Mercy inclina légèrement la tête comme si elle considérait la question. « Non, pour vous offrir un choix. »« Un choix ?» répéta Brenner avec incrédulité. « Un choix, » confirma Mercy. « Vous voyez, j'ai réfléchi toute la nuit. J'ai tué 4 hommes, 4 vies prises. Et j'ai réalisé quelque chose. Si je vous tue tous les deux, qu'est-ce que ça change? Demain, d'autres viendront. Après-demain,
Encore plus. On enverra des milices entières pour me retrouver, parce que vous voyez, ce n'est pas vraiment moi qu'ils chercheront. C'est l'idée. L'idée qu'une esclave puisse se rebeller, se défendre, gagner. Cette idée doit être étouffée, écrasée, effacée. Elle se leva lentement, le couteau pendant le long de sa jambe. Brenner ajusta sa visée, le doigt sur la détente, mais il ne tira pas. « Mais si je vous laisse partir, » continua Mercy, « si vous rentrez avec une histoire différente, peut-être que les choses changent, peut-être. » « Quelle histoire ?» demanda Caldwell, confus et terrifié à la fois. « L'histoire de bandits, » répondit Mercy. « De hors-la-loi blancs qui attaquent dans les bois. Vous êtes sortis chasser cette nuit. Vous avez été embusqués par des criminels. 4 hommes sont morts. Vous 2 avez survécu de justesse. Vous n'avez jamais vu de négresse en fuite. Vous n'avez jamais chassé d'esclaves. C'était juste une partie de chasse normale qui a mal tourné. » Le silence qui suivit était épais, presque tangible. Caldwell regardait Mercy comme si elle était une apparition, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre avec les cadres de pensée qui avaient gouverné toute sa vie. « Et pourquoi ferions-nous ça ?» demanda finalement Brenner. « Qu'est-ce qui nous empêche de rentrer et de dire la vérité, de lever toutes les milices du comté pour te traquer ?» Mercy sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. « Premièrement, parce que si vous faites ça, je survivrai peut-être un jour, peut-être une semaine, mais je garantis que je prendrai encore des vies avec moi. Et ces vies pourraient être vos familles, vos fils, vos frères. Je connais vos noms maintenant. Je sais d'où vous venez. Pensez-vous vraiment que je ne puisse pas trouver vos maisons ?» La menace planait dans l'air, explicite et terrifiante. « Deuxièmement, » continua-t-elle, « parce que raconter la vérité vous détruit autant que moi. Edmund Caldwell, le grand planteur, le maître puissant, humilié par une de ses esclaves, incapable de récupérer sa propre propriété, revenant en rampant après que 4 hommes soient morts. Vous pensez que vos voisins vont vous respecter, que vos propres esclaves vont vous craindre comme avant. Vous devenez une blague, un avertissement sur ce qui arrive quand on perd le contrôle. » Caldwell serra les poings, la rage et l'humiliation lui brûlant les joues, mais il savait qu'elle avait raison. Tout ce qu'elle disait était vrai. « Et troisièmement, » termina Mercy, « parce que je vous offre quelque chose que personne d'autre ne pourrait vous offrir en ce moment. La vie. Sortez de cette forêt vivant. Rentrez chez vous. Revoyez vos familles. Mangez un repas chaud. Dormez dans un lit. N'est-ce pas ce que vous voulez plus que tout en ce moment ?» Brenner baissa lentement son fusil. Non pas parce qu'il acceptait, mais parce qu'il réalisait la futilité de la situation. Cette femme avait déjà gagné. Elle l'avait peut-être gagné dès le premier moment où elle s'était enfuie dans les bois. « Si on accepte, » dit Caldwell avec difficulté, « comment on sait que tu ne nous tueras pas quand même, que tu ne nous suivras pas ?»« Vous ne savez pas, » répondit honnêtement Mercy. « Vous devez me faire confiance, tout comme je dois vous faire confiance pour tenir votre parole. C'est ça, un accord entre égaux. » Le mot « égaux » frappa Caldwell comme une gifle. Jamais, jamais dans sa vie il n'avait considéré un esclave comme son égal. L'idée elle-même était blasphématoire selon tout ce qu'on lui avait enseigné. Et pourtant, là, dans cette clairière, après cette nuit de cauchemar, il ne pouvait nier la vérité de la situation. « Laisse-nous 1 heure d'avance, » dit Brenner soudainement. « 1 heure avant que tu partes de ton côté, pour qu'on puisse mettre de la distance. » Mercy réfléchit un moment, puis hocha la tête. « D'accord. 1 heure. Je resterai ici, près de ce feu. Vous partez maintenant, vous marchez vers l'est. Dans 1 heure et demie, peut-être 2, vous sortirez de la forêt. Vous serez en sécurité. »« Et toi ?» demanda Caldwell malgré lui. « Où iras-tu ?»« Nord, » répondit simplement Mercy, « toujours plus au nord, jusqu'à ce que je trouve un endroit où je peux vivre comme un être humain, pas comme une possession. » Elle fit un geste vers les provisions près du feu. « Prenez une gourde, de la nourriture si vous voulez. Vous en aurez besoin pour le voyage. » Brenner s'approcha prudemment,
prit une gourde et un morceau de pain séché qu'il trouva dans une des sacoches. Caldwell le suivit, évitant soigneusement de regarder Mercy dans les yeux. Il se sentait étrangement honteux, bien qu'il ne puisse pas nommer précisément pourquoi. « Une dernière chose », dit Mercy alors qu'il s'apprêtait à partir. « Thomas Caldwell, ton fils. Dis-lui que la prochaine fois qu'il décide de forcer une femme, n'importe quelle femme, il devrait se rappeler cette nuit, et se demander si elle aussi pourrait être quelqu'un comme moi. » Caldwell ne répondit pas. Il se détourna et commença à marcher vers l'est, Brenner à ses côtés. Ils marchèrent pendant 10 minutes avant que l'un d'eux ne parle. « Vous allez vraiment tenir cet accord ?» demanda Brenner à voix basse. Caldwell marcha encore quelques pas avant de répondre. « Je ne sais pas. Demande-moi quand on sera sorti de cette forêt, quand je saurai qu'on est vraiment en sécurité. » Ils continuèrent en silence. Derrière eux, dans la clairière, Mercy resta assise près du feu, fidèle à sa parole, attendant que l'heure convenue s'écoule. Elle nettoya et aiguisa son couteau. Elle rebanda son épaule blessée. Elle mangea un peu et but de l'eau. Et elle réfléchit à ce qui l'attendait. Elle savait que Caldwell pourrait rompre l'accord, qu'il pourrait rentrer et organiser une chasse massive. Mais elle avait parié sur quelque chose qu'elle avait vu dans ses yeux, sur quelque chose qu'elle avait entendu dans sa voix. La peur, oui, l'humiliation, certainement. Mais aussi peut-être juste une petite graine de quelque chose d'autre, une reconnaissance, aussi réticente soit-elle, de son humanité. Serait-ce suffisant? Elle ne le savait pas. Mais c'était mieux que la certitude de mourir en tuant 2 hommes de plus. Quand l'heure fut écoulée, Mercy éteignit soigneusement le feu, dispersa les cendres et effaça autant de traces de son passage qu'elle le pouvait. Puis, elle prit direction nord-ouest, s'enfonçant plus profondément dans les bois noirs, vers des territoires que même les chasseurs les plus téméraires évitaient. Edmund Caldwell et Jacob Brenner émergèrent de la forêt 2h30 plus tard, en début d'après-midi. Ils s'effondrèrent littéralement à la lisière des bois, à environ 2 kilomètres au nord-est de la plantation Caldwell. Des esclaves travaillant dans un champ de tabac proche les aperçurent et coururent alerter la grande maison. En quelques minutes, une charrette fut envoyée. On ramena les 2 hommes à la demeure principale. Ils étaient dans un état lamentable, vêtements déchirés et souillés, visages égratignés et marqués par les branches, yeux enfoncés dans leurs orbites par l'épuisement et le manque de sommeil. Mais ils étaient vivants. Le médecin local, le docteur Silas Beaumont, fut appelé immédiatement. Il examina les 2 hommes avec soin, nota les signes de déshydratation sévère, d'épuisement extrême, et dans le cas de Caldwell, ce qu'il décrivit dans ses notes comme une perturbation profonde des facultés nerveuses. Madame Caldwell, une femme élégante dans la quarantaine au visage habituellement composé, pleura en voyant son mari dans cet état. Thomas Caldwell, le fils, resta étrangement silencieux, le visage pâle, évitant le regard de son père. Ce soir-là, quand Caldwell fut suffisamment reposé pour parler, il raconta son histoire aux autorités locales venues prendre sa déposition. Le shérif du comté, Marcus Willoughby, un homme corpulent aux favoris grisonnants, écouta attentivement, prenant des notes. « Nous sommes partis chasser vers 3 heures du matin », commença Caldwell d'une voix encore rauque. « Les frères Hutchins, William Garrett, mon contremaître Jacob Brenner et moi. Nous voulions traquer un sanglier qui causait des dégâts dans mes champs. Nous sommes entrés dans les bois noirs par le sentier sud. Brenner, assis à côté de lui, ne le contredisait pas. Il fixait le sol, le visage neutre. Vers 4 heures, peut-être 4h30, nous avons été attaqués. Des bandits, au moins 5 ou 6 hommes armés. Ils nous ont tendu une embuscade près d'un ruisseau. Des coups de feu partout. Le chaos complet. » Le shérif fronça les sourcils. « Des bandits, dans les bois noirs ? On n'a pas eu de rapport de ce genre d'activité dans cette zone depuis des années. »« Je sais ce que j'ai vu, » répliqua Caldwell avec une fermeté qui masquait mal son anxiété. « Des hommes blancs, vêtus de haillons, armés de fusils et de couteaux. Ils ont tué Samuel Hutchins en premier, puis Gideon.
William Garrett est tombé dans un piège qu'ils avaient préparé. Mon contremaître et moi avons réussi à nous échapper, mais nous nous sommes perdus dans la forêt. Nous avons erré toute la nuit et toute la matinée avant de retrouver notre chemin. Le shérif échangea un regard avec son adjoint. « Et qu'est-il arrivé à vos fusils? Vous êtes revenus les mains vides. »« Perdus dans la fuite », répondit rapidement Brenner. « Quand on court pour sauver sa vie dans le noir, on ne pense pas à garder son matériel. » Willoughby nota quelque chose dans son carnet. « Je vais organiser une battue demain matin. On retrouvera les corps et on verra ce qu'on peut découvrir sur ces bandits. » Caldwell sentit son estomac se nouer. Les corps, ils pourraient ne pas être facilement retrouvés. La forêt est dense. Et après une journée, les animaux, on les trouvera, dit fermement le shérif. 3 hommes du comté sont morts, monsieur Caldwell. On doit récupérer leurs dépouilles et les ramener à leur famille, et on doit traquer ces criminels. Cette nuit-là, alors que la maison était silencieuse et que tout le monde dormait, Edmund Caldwell resta éveillé, fixant le plafond de sa chambre. À côté de lui, son épouse dormait enfin après avoir passé des heures à pleurer de soulagement. Mais Caldwell ne pouvait pas dormir. Il pensait à Mercy, quelque part dans ces bois, marchant vers le nord. Il pensait au corps qu'on retrouverait peut-être demain. Il pensait à l'accord qu'il avait conclu dans cette clairière. Et il pensait à ce qui se passerait si la vérité sortait. Le lendemain matin, une expédition de 20 hommes entra dans les bois noirs. Le shérif Willoughby menait le groupe, accompagné de Caldwell qui avait insisté pour venir malgré l'épuisement, probablement pour s'assurer que personne ne découvrait quelque chose qu'ils ne voulaient pas révéler. Ils cherchèrent pendant 3 jours. Ils ne trouvèrent rien. Pas de corps, pas de traces de combat, pas de sang, pas de piège. C'était comme si la forêt avait avalé les 4 hommes disparus sans laisser la moindre trace. Oh, ils trouvèrent bien quelques indices, des empreintes confuses près d'un ruisseau, des branches cassées qui pouvaient indiquer un passage, une zone de végétation piétinée, mais rien de définitif, rien qui racontait une histoire claire. Le shérif était perplexe. C'est comme s'il s'était évaporé. 4 hommes corpulents ne disparaissent pas simplement sans laisser de traces. Caldwell suggéra que les bandits avaient peut-être traîné les corps ailleurs, peut-être dans les marécages, au sud, où ils ne seraient jamais retrouvés. C'était plausible. Le shérif dut accepter cette explication, aussi insatisfaisante soit-elle. L'enquête officielle conclut finalement que Samuel Hutchins, Gideon Hutchins, William Garrett et Jacob Brenner, car oui, même Brenner disparut mystérieusement 2 semaines plus tard, son corps retrouvé près d'un ruisseau avec ce qui ressemblait à une mort par infection d'une blessure au ventre, avait été victime de bandits dans les bois noirs. Les autorités émirent des avertissements contre les voyages dans cette zone. Des patrouilles furent organisées, mais ne trouvèrent jamais trace de criminels. Edmund Caldwell ne fut plus jamais le même homme après cette nuit. Ceux qui le connaissaient bien remarquèrent les changements. Il devenait nerveux près des zones boisées, il sursautait au moindre bruit inattendu. Il ne participait plus aux chasses, ni aux traques d'esclaves fugitifs que ses voisins organisaient parfois. Plus troublant encore pour sa famille et ses relations, il commença à traiter ses esclaves différemment. Pas avec gentillesse exactement, ce serait exagéré, mais avec une dureté moindre. Les punitions publiques devinrent plus rares. Il n'utilisait plus le fouet lui-même, déléguant cette tâche à un nouveau contremaître quand c'était absolument nécessaire. Il évitait de regarder ses esclaves dans les yeux, comme s'il voyait quelque chose dans ses regards qu'il préférait ne pas affronter. En 1844, fait sans précédent, il affranchit 3 de ses esclaves les plus âgés, leur donnant des papiers de liberté et un peu d'argent pour commencer une nouvelle vie. Ses voisins furent scandalisés. On murmura qu'il perdait la raison, que l'attaque dans les bois l'avait rendu fou. Thomas Caldwell, son fils, quitta la plantation en 1843, incapable de supporter l'atmosphère étrange qui s'était installée. Il partit pour Charleston, puis la Nouvelle-Orléans. On dit qu'il devint un ivrogne et un joueur invétéré. Il mourut effectivement en 1846 dans un accident de voiture, mais les circonstances exactes restent floues.
Certains disent qu'il était seul et ivre. D'autres murmurent qu'il avait été trouvé avec une blessure à la gorge qui ne correspondait pas à un accident de voiture, mais cette version ne figure dans aucun rapport officiel. La nuit, Edmund Caldwell faisait des cauchemars. Il rêvait de yeux sombres qu'il fixait depuis l'obscurité des arbres. Il rêvait d'une voix de femme chantant « Follow the drinking gourd ». Il se réveillait en sueur, persuadé d'avoir entendu des pas à l'extérieur de sa fenêtre. Mais il ne rompit jamais l'accord. Il ne parla jamais de Mercy, pas à sa femme, pas aux autorités, pas même à un prêtre en confession. C'était son secret, son fardeau, sa pénitence silencieuse. Quant à Mercy, elle disparut effectivement dans l'histoire. Il n'y a aucun registre officiel d'une esclave nommée Mercy qui se soit échappée de la plantation Caldwell en août 1842. Les archives de la propriété ne mentionnent aucune perte d'esclaves à cette date. C'est comme si elle n'avait jamais existé sur le papier. Mais dans les cabanes des esclaves, l'histoire circulait. Elle fut racontée à voix basse, de plantation en plantation, de comté en comté, se transformant et s'embellissant avec chaque récit. L'histoire d'une femme qui avait affronté 5 chasseurs blancs et avait survécu. L'histoire d'une femme qui avait retourné la chasse contre les chasseurs. Dans certaines versions, elle atteignit le nord et devint une figure importante du chemin de fer clandestin, aidant d'autres esclaves à fuir vers la liberté. Dans d'autres, elle resta dans les bois noirs, devenant une sorte de fantôme protecteur pour les fugitifs, les guidant à travers les dangers de la forêt. Il y eut des rapports étranges dans les années qui suivirent, des chasseurs d'esclaves qui entraient dans les bois noirs et n'en revenaient jamais. Des groupes de traques qui perdaient mystérieusement la piste de leur proie près de cette forêt. Des hommes qui juraient avoir vu une femme grande et fière marchant entre les arbres au crépuscule, disparaissant avant qu'on puisse l'approcher. En 1850, un abolitionniste nommé Frederick Douglass visita la région dans le cadre d'une tournée de conférences. Dans son journal personnel, jamais publié de son vivant, il nota avoir rencontré une femme remarquable dans la trentaine, qui refusa de donner son nom, mais qui portait une vieille cicatrice de balle à l'épaule. Elle m'a parlé de techniques pour survivre dans les bois, pour éviter les chasseurs, pour protéger les fugitifs. Ses connaissances étaient extraordinaires, comme si elle avait vécu ces expériences elle-même. Quand je lui ai demandé d'où elle venait, elle a simplement souri et dit « de Caroline du Sud, d'une vie antérieure ». Elle m'a fait promettre de ne jamais révéler son identité ou sa localisation. C'était une promesse facile à faire à une femme qui portait tant de dignité et de force silencieuse. Était-ce Mercy? Les historiens modernes débattent encore. Aucune preuve définitive n'existe. Aucun document officiel ne peut confirmer ou infirmer. C'est l'ombre du nombre. L'écho d'une histoire qui a peut-être été vraie. Edmund Caldwell mourut en 1853 dans son lit, entouré de sa famille. Ses dernières heures furent agitées. Il délirait, parlant de forêt, de yeux dans l'obscurité, de dettes impayées. Le prêtre qui administra les derniers sacrements nota dans son registre que Caldwell avait murmuré quelque chose qui ressemblait à « Elle m'a laissé vivre » juste avant de passer. Sa veuve fit graver sur sa pierre tombale « Edmund Caldwell, 1801-1853. Puisse-t-il trouver la paix qu'il n'a jamais trouvée dans la vie ?» La plantation Caldwell fut vendue en 1857. Les nouveaux propriétaires ne durèrent pas longtemps. Ils se plaignirent d'une atmosphère oppressante, de cauchemars constants, d'une sensation d'être observés depuis la lisière des bois. La propriété changea de main 3 fois avant la guerre civile. Aucun propriétaire ne restant plus de 2 ans. Pendant la guerre, les bâtiments furent partiellement brûlés lors du passage des troupes de l'Union. Les esclaves furent libérés, beaucoup d'entre eux rejoignant les forces nordistes. Certains de ces hommes et femmes racontèrent aux soldats Yankees l'histoire de Mercy, la femme qui avait défié ses oppresseurs et avait gagné. Ces récits furent notés dans plusieurs journaux de soldats, préservant l'histoire pour la postérité, même si toujours sans confirmation officielle. Aujourd'hui,
l'emplacement de l'ancienne plantation Caldwell est marqué par des ruines envahies par la végétation. Les fondations de la grande maison sont encore visibles, des rectangles de pierre couverts de mousse et d'herbe. Les cabanes des esclaves ont depuis longtemps disparu, ne laissant que des dépressions dans le sol pour indiquer où elles se trouvaient. Les bois noirs, rebaptisés Belcombe State Forest, sont maintenant une zone de conservation protégée. Des milliers de visiteurs les traversent chaque année, marchant sur des sentiers bien entretenus, profitant de la beauté naturelle sans connaître l'histoire sombre cachée sous les arbres. Mais les habitants locaux, surtout les descendants des familles qui vivaient dans la région au XIXe siècle, connaissent les histoires. Ils savent qu'il y a certaines parties de la forêt où les animaux deviennent nerveux, où les chiens refusent d'avancer. Ils racontent que parfois, au crépuscule, on peut entendre un chant porté par le vent entre les arbres. Follow the drinking gourd. Et ils racontent qu'une fois, un homme seul est entré dans les bois au petit matin et en est ressorti en rampant à l'aube, incapable de parler, les yeux remplis d'une terreur qu'il ne pourrait jamais expliquer. Ils disent que cette histoire s'est répétée à travers les générations, que la forêt se souvient et demande parfois des comptes. Mercy a-t-elle vraiment existé? Les événements de cette nuit d'août 1842 se sont-ils vraiment déroulés comme décrits? La vérité est que nous ne le saurons jamais avec certitude. Les documents officiels ne parlent que de bandits et d'hommes disparus. Les témoignages oraux parlent d'une femme extraordinaire qui a transformé sa rage et son oppression en survie et liberté. Ce qui est certain, c'est que quelque chose s'est passé dans ces bois. Quelque chose d'assez puissant pour changer un homme, pour déclencher des murmures qui ont traversé les générations, pour créer une légende qui refuse de mourir. Peut-être que la question n'est pas de savoir si Mercy a existé, mais ce qu'elle représente. L'idée qu'on ne peut pas écraser complètement l'esprit humain. Que même dans le système le plus oppressif, même dans les circonstances les plus désespérées, quelqu'un, quelque part, trouvera la force de se lever et de dire non. Et cette idée, elle, est immortelle. Les forêts gardent leurs secrets. Les histoires survivent dans les murmures. Et quelque part dans l'obscurité verte de Belcombe State Forest, entre les chênes centenaires et les ruisseaux qui serpentent, peut-être que quelque chose marche encore. Peut-être que quelqu'un surveille encore. Pas un fantôme, pas un esprit, mais une mémoire. Une mémoire qui refuse d'être oubliée.